Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Xavier Bonpin qui vient nous parler du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, la diabolisation du téléphone portable. Ève Cardinal, notre collaboratrice, est aussi des nôtres. Elle nous parle de pauvreté, exclusion sociale et santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, M. Xavier Bonpin. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de l'organisme Le CAP, un organisme qu'on connaît bien, qui est implanté à Montréal depuis de nombreuses années, qu'on a appris à connaître dans le passé, mais ça a beaucoup évolué, je suis certain. Vous êtes directeur général depuis 10 ans, je pense. Donc, comment vous pouvez nous présenter ce que c'est le CAP? Le CAP, Centre d'apprentissage parallèle de Montréal, qui est une ressource alternative en santé mentale depuis maintenant 35 ans, situé sur le plateau à Montréal et qui a centré son projet depuis le début sur la création artistique comme outil d'inclusion sociale et d'inclusion professionnelle pour les personnes donc atteintes de problématiques en santé mentale. Et l'art-thérapie, ça existe quand même depuis un certain temps. C'était souvent pratiqué dans certains hôpitaux, certains endroits où il y avait des soins en psychiatrie, mais de l'amener justement dans la rue. Vous êtes toujours, je pense, sur le boulevard Saint-Laurent, là, très bien situé à Montréal, au plateau, comme vous le dites. Comment c'est justement d'intégrer ça dans la vie, le quotidien des gens qui viennent justement sur place pour créer des choses? Oui, c'est ça. Là, comme vous le savez, l'art-thérapie, c'est pas nouveau, mais nous on l'applique à nos programmes. Hein. C'est une façon d'accompagner les gens dans leur cheminement et puis leur rétablissement. Dans le fond, le rétablissement de la personne et son projet, qu'il soit d'inclusion sociale ou professionnelle, est au centre de notre préoccupation. Et on s'est aperçu que, à travers les pratiques artistiques, parce qu'on a des ateliers d'art, on ne fait pas que de l'art-thérapie, on a aussi des ateliers d'art et d'artisanat, ça permettait aux personnes d'avoir plus de fluidité mentale, de gagner de la confiance en soi et du pouvoir sur sa vie finalement. Donc c'est un outil et on s'aperçoit qu'il fonctionne bien, donc on le réutilise de plus en plus et puis on le développe, on essaie de l'affiner d'année en année. Et comment on peut voir pourquoi? Est-ce qu'on se pose des fois la question, surtout dans le milieu comme ça, j'imagine qu'on se l'est déjà posé, mais pourquoi l'art est si bénéfique à la santé mentale et santé physique, mais santé mentale surtout? Ah oui, c'est vrai que c'est au cœur de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on entend. Hein. Il y a eu évidemment le musée des Beaux-Arts qui en a fait beaucoup de promotion. Hein. L'art, c'est bon pour la santé. Mais la santé mentale, finalement, fait partie de la santé. Donc, on se rend compte que découvrir son potentiel créatif, c'est excellent pour l'estime de soi. Retrouver, peut-être, se reconnecter avec l'enfant qu'on a pu être, qui jouait avec des couleurs, avec des formes, en s'émerveillant de ce processus-là. Donc, je crois que c'est ça finalement. Ça touche aux émotions, ça touche à quelque chose de tellement essentiel dont on a tellement besoin et on prend le temps aussi. Il y a un rythme, le rythme de la création tel que nous, en tout cas, on le conçoit au Centre d'apprentissage parallèle. C'est vraiment, on prend son temps pour se déposer et puis imaginer des choses et puis prendre soin de ce que l'on crée. C'est prendre soin de qui on est. Est-ce que toutes les personnes sont aptes à créer? On se demande souvent, on connaît beaucoup de créateurs, on connaît des gens qui sont plus créatifs que d'autres, mais est-ce qu'en général, les gens qui vont vous voir, est-ce que ça se peut que des gens développent un talent qu'ils ignoraient? Oui, absolument. C'est une très bonne question. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui sentent que peut-être, alors soit on leur a dit va voir au CAP, ça peut t'intéresser, tu t'intéresses à l'art, mais t'es peut-être pas spécialement doué pour ça, mais c'est pas grave parce que nous de toute façon on prend tout le monde. Mais parmi ces personnes-là qui vont faire des apprentissages et puis qui vont se risquer à jouer avec l'art, il y a aussi ceux qui vont développer un vrai et beau projet artistique qui peut déboucher sur une ébauche de projet professionnel artistique. C'est déjà arrivé. Alors ça fait aussi partie de notre mission de soutenir ces personnes-là.
Et on a un projet qui s'appelle les ambassadeurs de la santé mentale où 2 ou 3 expositions individuelles sont proposées chaque année. Alors on accompagne la personne dans son cheminement, puis on va jusqu'au vernissage et à l'exposition. Si on parle de tous les services qui sont offerts au Centre d'apprentissage parallèle, le CAP, comment on peut les énumérer? Je crois qu'il y a de l'aide à l'emploi, il y a, comme vous le disiez, il y a de l'art-thérapie. Bon, donc, comment on pourrait les énumérer, tous ces services-là? Mais en fait, ce sont des marques finalement vers l'employabilité. On a le programme Expression qui est quelques heures seulement par semaine pour pouvoir aller pratiquer ou repratiquer de la création artistique. Ça passe par le théâtre, la musique, la danse, l'art-thérapie, le dessin, la sculpture, la peinture. Enfin, on offre beaucoup de choses, la danse plus récemment. Et puis on a ensuite un atelier qui se construit un petit peu plus sur des projets à moyen terme où on peut rester une année. Renouvelable. Et puis ensuite de ça, on a le programme d'employabilité en tant que tel qui dure 6 mois, dans lequel on a inclus évidemment de l'art et de l'art-thérapie parce que on doit être d'ailleurs, on n'est pas très nombreux à faire ça, on n'est pas les seuls, mais l'art-thérapie et l'employabilité, disons que c'est une formule gagnante pour nous, alors on l'a inclus dans ce programme d'employabilité. Oui, on sait que depuis mars 2020, on vit l'histoire. En fait, nous tous, à notre façon, tout le monde est un peu impacté par ça. J'imagine qu'en tant qu'organisation communautaire, vous l'avez été aussi, surtout que c'était souvent du présentiel, je pense, dans le cas de vos participants. Donc, comment vous conjuguez avec tout ça? Est-ce que c'est des gens font des choses à distance? Comment ça fonctionne? Oh oui, absolument. Alors pour employer un mot, le mot de se réinventer, bon, bah, c'est sûr qu'on a été obligé au pied du mur d'être créatif, d'être agile et d'être le plus souple possible. Donc pour pas laisser tomber évidemment notre clientèle et puis nos bénéficiaires, on a été obligé de fermer bien sûr les portes de l'organisme pendant quelques mois, mais on a continué à offrir des services à distance. Donc on préparait des kits de matériel artistique qu'on livrait à nos participants. On a mis en place des visioconférences, des suivis téléphoniques et aujourd'hui c'est un mix des deux, je dirais, car normalement on peut être jusqu'à 70 personnes dans l'organisme, c'est comme une fourmilière. Bon, en ce moment évidemment on a limité depuis quelques mois les horaires et le nombre de personnes pour respecter les consignes de la santé publique, évidemment. Oui, c'est très important. Oui, ouais, absolument. Effectivement. Comment vous voyez l'avenir du CAP? Vous êtes le directeur général, sur une période de 10 ans, vous avez vu des choses, vous avez vu des gens, beaucoup de créations, tout ça. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est une continuité? Avez-vous d'autres projets peut-être innovateurs? Écoutez, on est sans cesse en projet de partenariat avec d'autres organismes, des organismes culturels. Donc on tente à se développer le plus possible, à développer une expertise qui nous permet d'aller au plus près finalement des besoins des gens. Curieusement, ce qui s'est passé avec la Covid a eu un impact très fort et on s'est posé des questions de comment faire pour à l'avenir peut-être offrir des services qui ne soient pas nécessairement des services en présence, donc à distance. Donc on est en train de développer des services d'art-thérapie à distance parce que finalement on s'est aperçu que ça peut paraître paradoxal, mais cet éloignement finalement a pu rapprocher aussi certaines personnes et c'était assez gagnant en termes de thérapie. Alors voilà, ça c'est un exemple de choses qu'on est en train de planifier. Puis évidemment, on essaie toujours parce que bon, on est financé par le gouvernement à 90%, mais il faut toujours qu'on aille chercher des sources de financement autres. Donc on essaie toujours d'inventer des formules de levée de fonds qui soient originales, comme le projet des autoportraits, le projet Moi-même, qui en est à sa, je pense, 7e ou 8e année, là, qui fonctionne bien et qui va fonctionner en ligne à partir de maintenant. Et qu'est-ce que c'est ce projet-là? Parce qu'on a entendu beaucoup parler, puis effectivement, à cause de la pandémie, bon, ça a dû être exceptionnellement, je pense, fait en ligne, mais ça va se poursuivre. Mais qu'est-ce que c'est justement le projet même, ou nous-mêmes, en fait? Le projet Moi-même, alors en fait, le projet Moi-même qui est né il y a 7 ou 8 ans, comme on se sert beaucoup en art-thérapie de l'autoportrait, on s'est dit pourquoi ne pas proposer à des personnalités québécoises
de réaliser un autoportrait puis de nous l'offrir pour qu'il soit vendu à l'encan. Et puis ce faisant, on a structuré ce projet et puis on est rendu à peu près à peut-être 700 ou 800 autoportraits qui ont été faits à ce jour par des personnalités de toute discipline artistique confondue. Alors il faut surveiller ça. Chaque année, c'est récurrent au mois de mai, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, on refait cet événement-là. Donc moi-même, M''AIME. Et puis, dans le contexte de la Covid, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse inventer aussi autre chose, vu que l'encan avait lieu en ligne. Alors, est née l'idée de nous-mêmes qu'on a offert sur les réseaux sociaux. Et finalement, n'importe qui, sur la planète, pouvait être amené à réaliser un autoportrait, soit en famille, soit à la maison, soit tout seul, et puis à le poster tout simplement sur les réseaux sociaux. Et ça a eu un succès fou. On va probablement réaliser une grande œuvre en collant tous ces autoportraits-là. Donc on est resté dans le sillage de ce beau projet-là. Ce qui est intéressant avec les autoportraits, c'est de voir la diversité, de voir de tous âges, j'imagine, et de toute provenance, de toute origine ethnique. C'est intéressant, c'est comme une mosaïque, là. Exact. C'est une gigantesque mosaïque et puis on voit ce que certains cachent, ce que certains montrent, les couleurs qu'ils utilisent, les formes, la créativité est complètement incroyable et quelquefois très débridée, quelquefois mystérieuse. Non, c'est une aventure merveilleuse et comme le format est unique, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, ce que nous avons d'ailleurs tous été pendant cette pandémie. Vous laissez carte blanche aux jeunes, vous leur donnez pas trop de consignes pour que ça soit justement très personnel? Exactement. Ça peut être abstrait, ça peut être symbolique, ça peut être très figuratif. On laisse vraiment les gens très libres. Et c'est ce que je me souviens du Cap. J'étais allé visiter, faire tourner une émission à un moment donné, puis les gens, on sentait vraiment que ce qu'ils créaient, quand on parlait d'art, là, que ce soit de la peinture ou quoi que ce soit, c'était vraiment tellement personnel. Là, quand on parle d'art-thérapie aussi, je pense qu'il y a des fois, ça peut être un peu dirigé, mais il y a beaucoup du senti de la personne très personnel. Oui, absolument. C'est le sens de la création thérapeutique, c'est de laisser émerger des choses qui nous sont très personnelles et puis de créer des balises. Si on est dans un lieu où on sait qu'on va pas être jugé et qu'on va pouvoir laisser libre cours à son imagination, à sa création, essayer, se tromper, on est beaucoup plus libre et on va mieux. Oui, avant de terminer, M. Bompin, donc j'aimerais qu'on mentionne les coordonnées, comment on peut vous voir ce que vous faites et éventuellement peut-être vous encourager, peut-être acheter des choses, participer, s'informer. La meilleure façon, c'est quoi? Absolument. Alors, on peut se rendre sur le site atelier au pluriel du cap.org, où là, vous allez avoir toutes les informations, ou bien en téléphonant au 514-843-5658. On a une boutique en ligne qui vend évidemment toutes les productions artistiques et les créations qui sont faites dans les ateliers. Alors, je vous invite à venir sur notre site et à venir nous découvrir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, M. Xavier Bompin, directeur général du Centre d'apprentissage parallèle, merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne continuation. C'est moi, merci M. Bujold. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la diabolisation du téléphone portable. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, des parents, évidemment, qui trouvent que c'est l'invention du diable. En fait, non, pas l'invention du diable, mais ce sont eux qui trouvent que des défauts à ces fameux téléphones portables. Ouais. Que de plus en plus d'adolescents et d'adultes aussi possèdent. On dirait qu'avec les années, on découvre de plus en plus de travers avec, tu sais, au départ, c'était bien drôle, là, l'Internet, puis avec le côté de mobilité, justement, de téléphone, mais c'est certain que, comme dans n'importe quoi, il y a toujours des choses négatives qui peuvent arriver. Il faut juste, j'imagine, être au courant puis faire les bons choix. Oui, exactement. Alors, j'ai trouvé un article sur le sujet sur l'Internet qui s'appelle « 6 raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les enfants ». C'est-à-dire qu'il y a 3 raisons pour, 3 raisons contre. Ouais. C'est sur un site français qui s'appelle, tiens-toi bien, Ouzbek et Rika, tout collé.
Uzbek et Rika. C'est un magazine français où on reçoit les penseurs du futur, les explorateurs de l'univers et aussi maintenant les militants de nouveaux droits. J'ai dit magazine, oui, parce que en fait, c'est un site Internet et il y a un magazine aussi. Ouais. Et Uzbek et Rika, en passant, sont les personnages fictifs des lettres persanes de Montesquieu, pour ceux qui se posaient la question. Alors, donc, ça a été songé. Hein? Il y a quelque chose de songé derrière le nom. C'est un article intéressant, tu vas voir. Ouais. 6 raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou non pour les enfants. Alors, on nous dit pointer du doigt pour décérébrer nos chères têtes blondes et les exposer à une multitude de risques sur Internet. Le téléphone portable était mis en accusation par le tribunal pour les générations futures. C'était à Paris, jeudi le 6 septembre 2018. Génération Future est une association française qui milite en gros pour le respect de l'environnement. Mais on s'occupe de toute évidence aussi de technologie oui, ou en tout cas d'accès. La technologie peut-être trop envahissante, je ne sais pas. On nous dit les écrans numériques représentent-ils réellement un danger pour nos enfants? Les smartphones risquent-ils d'engendrer une génération de crétins? Voici 3 raisons. En passant, ça fait pas tellement longtemps que j'en ai eu moi-même. Ouais, c'est ça. Un cell phone. T'es plus un dinosaure. T'es arrivé je me sens dans notre ère. Finalement, oui. Donc, je me sens un peu concerné. Oh, ouais. Alors, on nous dit, voici 3 raisons qui laissent à penser que nous diabolisons trop les appareils numériques et 3 autres qui tentent à démontrer que le téléphone portable représente bel et bien un danger lorsqu'il est entre les mains des plus jeunes d'entre nous. D'après une étude réalisée en 2018 par CSA Research, ce qui est un institut de sondage, 87% des 10 à 15 ans déclarent posséder un portable. Ça, c'est en France toutefois, mais j'ai des statistiques pour le Québec un peu plus tard. Ça doit ressembler à ça. Hein? J'imagine, oui. Et 67% d'entre eux, depuis leur entrée en classe de 6e année. 33% de ces milléniaux hyper connectés le consulteraient au moins 50 fois par jour, Yvan. Ah, ça, c'est pas dur à croire. Ça paraît beaucoup, mais c'est rien. Là, et parfois même la nuit, ce qui est évidemment beaucoup, pour ne pas dire trop. Face à de tels chiffres, le bon sens indique qu'une consommation d'écran aussi importante ne peut pas être sans danger. Les détracteurs du téléphone portable affirment ainsi qu'il provoquerait chez les jeunes des troubles de l'attention, du sommeil et les empêcherait de se concentrer efficacement en classe, qu'il réduirait aussi dangereusement leur activité physique à presque rien, les exposerait au cyberharcèlement ainsi qu'à des images choquantes, qu'elles soient pornographiques ou simplement violentes, soit fortement déstabilisantes pour eux. Face à tant de périls contenus dans un si petit objet et devant l'inquiétude grandissante des parents, le législateur à Paris a voté en ce 3 août 2018 une loi interdisant aux élèves de se servir de leur smartphone à l'école. C'est en réalité la seconde de ce type, car une première loi datant de 2010 encadrait déjà strictement l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires. Alors, faut-il vraiment s'opposer à son utilisation par nos chères têtes blondes? Allons-y, si tu veux, avec les avantages. Ouais. En voici 3, en tout cas. Premièrement, c'est un outil pédagogique. Ces jugements lapidaires sur la nocivité du portable font oublier un peu vite qu'il possède également de nombreuses vertus. Mieux encore, le téléphone portable peut même se révéler être un outil pédagogique à part entière. Stéphanie de Vancé, ancienne professeure des écoles et conseillère nationale au secteur éducation en France, avance que le smartphone représente une importante plus-value éducative. Il permet de faire de nombreuses choses utiles en classe, comme par exemple photographier le tableau quand un élève a oublié de copier ses cours, ou lui rappeler qu'il doit ramener une autorisation parentale lorsqu'une sortie a été programmée. Entre autres. Ouais. Le smartphone participe à l'organisation personnelle de l'espace de travail des élèves et les aide au quotidien, toujours selon cette madame Stéphanie Devancé. Sans compter qu'il permet également d'approfondir une leçon apprise en cours grâce aux nombreuses informations disponibles sur Internet. Le portable ne sert donc pas uniquement ce grand perturbateur de salle de classe, mais également un outil qui permet de mieux apprendre. Deuxième avantage
du smartphone ou du téléphone cellulaire, selon cet article, mais que penser du cyberharcèlement, qui représente aujourd'hui un danger potentiel pour tout ado surfant sur les réseaux sociaux? 40% des 13 à 17 ans avouaient l'année dernière avoir déjà subi une agression en ligne. C'est en France, je le rappelle. Ne faudrait-il pas, pour cette simple raison, éloigner nos progénitures de cette hydre dévoreuse d'enfants qu'est Internet? Ce serait là aussi oublier un peu vite que dans une société qui s'est numérisée à grande échelle, ne pas posséder un portable relève de l'anomalie. Mais on va poursuivre dans l'Espresso allongé. Ça semble très intéressant. Donc, la diabolisation du téléphone portable. À venir dans l'émission, Ève Cardinal nous propose sa chronique sur pauvreté, exclusion sociale et santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la diabolisation du téléphone portable. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Je reçois maintenant ma collaboratrice, donc Ève Cardinal. Alors bonjour. Allô, Yvan. Allô. Alors Ève, aujourd'hui tu nous parles de santé mentale, pauvreté et exclusion sociale. Oui, et d'ailleurs, le titre de la chronique est long et puis je suis convaincue qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à couvrir tous les aspects parce que c'est une question fondamentale dans notre société et fondamentale aussi pour les gens qui ont une problématique de santé mentale. Et comme on parlait un petit peu avant d'enregistrer cette chronique-là, c'est un cercle. Hein? Mm-hmm. Donc, pauvreté peut engendrer des problématiques de santé mentale et des problématiques de santé mentale peuvent engendrer la pauvreté et l'exclusion. Ouais. Et depuis des décennies, là, c'est un problème. Écoute, je ne sais pas combien de gouvernements ont dû recevoir des suggestions ou des manifestations en rapport à ça. Ça fait des décennies qu'on parle de ça. C'est pas une problématique qui est réglée encore, puis on aimerait ça éventuellement que ça s'améliore à ce niveau-là. Absolument. Puis en lien avec ce que tu dis, là, la majorité de cette chronique-là s'axe un peu sur un mémoire là, qui a été écrit par le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Donc, il regroupe beaucoup d'organismes communautaires là, qui sont impliqués au niveau de la sécurité alimentaire, de la pauvreté, de l'inclusion sociale, du retour au travail, aussi des gens qui ont des problématiques, que dis-je, de santé mentale. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que ce mémoire-là aussi propose des solutions, mais aussi met en lumière des difficultés là, qui sont criantes dans notre société et qui sont, je sais que je devrais peut-être pas employer ce terme-là qui en ce moment, mais qui sont systémiques, en tout cas, selon qu'est-ce qu'on lit, hein, que, comme tu dis, ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis c'est un sujet qui est touchant parce que la pauvreté n'aide pas n'aide pas ces personnes-là ou les personnes qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale qui sont déjà assez intenses dans leur vie, quelquefois à se sortir de ça. Et surtout, tout le monde a des bonnes intentions, mais quand c'est le temps de porter des actions, de donner des budgets, de mettre des efforts, c'est là que ça se garde souvent parce qu'il n'y a pas personne qui va dire « je suis pour l'exclusion sociale, je suis pour la pauvreté », puis les politiciens la même chose, mais il ne se passe pas de choses si concrètes puis, qui paraissent. Là. C'est ça que les gens ont besoin. Là. Bien, tout à fait, hein, parce qu'on a tendance à se dire, OK, oui, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça? T'sais, on voit justement beaucoup de tableaux, beaucoup de données sociologiques, mais les solutions, des fois, tardent à venir. Ouais. Et en fait, ça entraîne une double stigmatisation. Hein, et ça a une incidence considérable sur plusieurs aspects de la vie. Donc, la pauvreté entraîne l'exclusion sociale. Et puis, il y a beaucoup, en fait, de problématiques qui font en sorte aussi que les problèmes, je me répète, là, mais ne sont pas réglés. Hein, on parle du manque de logements sociaux abordables. Ouais. On va en parler plus tard peut-être, là, Yvan, mais de l'aide de dernier recours qui est insuffisante. On parle aussi d'une exclusion au niveau du monde du travail, au niveau de la formation, au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès aussi à la santé. Hein. Donc, quand on veut aller voir
un psychologue, par exemple. Tu sais, je veux dire, disons qu'on a un problème d'anxiété modérée, tout ça, c'est difficile d'y avoir accès, ce qui fait en sorte que souvent, et à la lumière là, de ces lectures-là, les problèmes s'amplifient comme un plaster qu'on met sur un bobo, mais un bobo qui est mal désinfecté. Donc, tout ça, ça entraîne l'exclusion, la pauvreté. Les gens qui ont des problématiques de santé mentale n'ont souvent pas les moyens aussi d'avoir un accès équitable au système de santé, finalement. Et le traitement psychologique par un psychologue coûte de l'argent, puis souvent, il y a un certain nombre de séances qui n'est pas suffisant, parce que ça peut prendre du temps. Tu sais, les problèmes qui sont de santé mentale sont intégrés dans l'être humain, puis ça prend du temps à se sortir de ça, puis d'aller mieux, finalement, de ressortir de cette souffrance-là. Tout à fait. Puis, en fait, on parle de cercle vicieux, là, des troubles de la santé mentale et de la pauvreté. Admettons une personne, là, Yvan, qui n'a pas d'assurance et qui est diagnostiquée avec un problème de dépression majeure. OK? Donc, ça, on parle d'énormément d'incidences là, sur le travail. Donc, la personne peut ne plus être apte à aller travailler. Ouais. Et on s'entend que les prestations d'assurance chômage ou d'assurance maladie, si on n'a pas d'assurance, sont de 15 semaines. Mais est-ce que ça prend réellement 15 semaines pour guérir d'une dépression majeure? Et puis le temps, après ça, d'avoir les ressources, d'avoir accès et tout. Donc, ce qui fait que ça engendre un cercle vicieux, puis un cercle au niveau aussi de phénomènes là, à la base de la pyramide de Maslow, là, s'alimenter, travailler, je veux dire, survivre, quoi. Donc, ça engendre des problématiques extrêmement compliquées dans notre société. Et parfois, c'est bien beau de mettre sur papier des revendications, puis l'organisme le fait très bien, l'explique très bien. Mais maintenant, il faut que la société entende, il faut que le gouvernement entende, puis il faut que la population, en fait, soit consciente aussi de ces enjeux-là, là, parce que la santé mentale, on le répète souvent ad vitam et ad nauseam peut-être, mais ça touche un Canadien sur 5. Est-ce que le lien entre pauvreté et santé mentale est bien défini, bien établi? Est-ce qu'on l'a documenté? Est-ce que c'est quand même connu à travers le monde, à travers ici aussi, dans notre société? Absolument. L'OMS et l'OCDE là, le documentent vraiment. Et justement, là, la source date de 2013. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres études, mais en tout cas, de ce que j'ai vu de plus récent, mais quand même, selon l'OMS, les problèmes de santé mentale sont la première cause d'incapacité. Ouais. Donc, les problèmes de santé mentale sont associés aux éléments suivants. On parle de changement social rapide, de conditions de travail éprouvantes, de discrimination à l'égard des femmes, de l'exclusion sociale, d'un mode de vie des fois malsain, risque de violence accrue, risque de toxicomanie. Donc, oui, c'est très documenté à l'échelle mondiale. C'est certainement pas juste au Québec, et malheureusement, qu'on voit ça. Sauf qu'il y a beaucoup, justement, d'organismes et de regroupements qui commencent à revendiquer, en fait, des actions qui sont plus concrètes. Ouais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Très bon, si là, on veut. c'est ça. Puis surtout de le lier, de dire, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose pour régler la situation. Il y a vraiment des effets collatéraux là, d'être pauvre et d'avoir des problèmes de santé mentale. Absolument, parce que qui dit pauvreté, problème de santé mentale, incapacité à aller travailler, ça implique la famille, le logement, les enfants, ça implique une bulle, là, si on veut, de personnes qui sont autour de cette problématique-là. Donc, ça engendre justement un problème là, de société important. Quelle est la situation au niveau des ressources puis des accès? Est-ce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits? Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a des améliorations peut-être dans ces ressources-là? Oui, puis en fait, il y a des organismes là, qui sont très proactifs. Justement, il y a l'action du Mûrier dans l'Est de Montréal. Je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un organisme communautaire de l'Est de Montréal. Qui existe depuis longtemps. Oui. Moi, j'entends ça depuis presque les débuts de Folie Douce. J'entends parler du Mûrier. Ça fait longtemps. Là. Ben écoute, t'es plus féru que moi, plus expérimenté là, au bout de 25 ans. Moi, je suis tombée là-dessus effectivement, comme tu dis, là, depuis 1985. Donc, souvent, il y a plusieurs initiatives, puis c'est pas que cet organisme-là, mais on parle de sécurité alimentaire.
Et en fait, l'OCDE, encore une fois, pas l'OMS, mais l'OCDE considère que les personnes qui vivent avec un problème sévère de santé mentale sont de 6 à 7 fois plus souvent exclues du marché du travail et ont des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, il y a des mesures là, qui sont prises en place au niveau de la gestion des logements, au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, le Mûrier, en fait, publie aussi des moratoires ou des revendications là, au niveau d'essayer de sécuriser là, ces gens-là pour les accompagner. Donc ça, c'est des actions concrètes, mais encore, il reste effectivement du chemin à faire et le Mûrier a justement beaucoup travaillé là, pour que les problématiques, que dis-je, de santé mentale et de pauvreté soient inclus dans la politique, notamment de développement social de la Ville de Montréal. Donc ça a été fait. Mais maintenant, il faut que les mesures soient mises en place. Et justement, là, la santé mentale et la nutrition, se nourrir, se loger, posséder une source de revenus, se divertir, hein, c'est des conditions essentielles à la réadaptation, même souvent à la guérison ou à la remise sur pied là, de beaucoup de personnes là, qui souffrent de problématiques de santé mentale. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes qui ont ces problématiques-là présentent une proportion élevée de besoins sérieux dans un domaine aussi important justement que la sécurité physique, l'alimentation et le logement. Tu as certainement des pistes de solutions à nous proposer parce que tout n'est pas nécessairement noir. Tu sais, on sait qu'il y a plusieurs, même on n'a pas à peu près pas parlé, mais probablement que les femmes aussi vivent encore ça plus difficilement. Les femmes qui ont des problèmes de santé mentale et qui, donc, c'est encore plus peut-être touché, mais il y a des pistes de solutions pour quand même nous encourager. Bien, en fait, les pistes de solutions, là, ce serait de favoriser un accès équitable aux services de santé, hein, le plus possible. Donc, de travailler là-dessus. De rendre accessible, justement, financièrement et physiquement le transport collectif encore plus, hein, parce que souvent, on peut ne pas conduire, ne pas avoir accès à certaines ressources. Donc, de favoriser ça aussi. De travailler au développement du potentiel des personnes. Je sais que ce sont des grands mots là, qui sont dans les rapports, mais il y a des actions concrètes qui peuvent être faites là, justement en côtoyant ou en participant à des activités communautaires, que ce soit si on a des problématiques de santé mentale ou même si on veut s'impliquer en tant que bénévole. Hein? Ouais. Donc ça peut être aussi un geste qui est concret. Tout à fait. Il y a énormément là, de ressources en santé mentale qui ont des programmes pour les bénévoles et tout, et des programmes aussi pour favoriser justement une sécurité au niveau financier ou en tout cas un appui là, certain là-dessus parce que ça génère énormément d'anxiété. Là. Et il y a beaucoup de développement aussi, mais tu sais, la fameuse prestation d'aide financière, là, comme tu parlais tantôt, de dernier recours, mais on parle beaucoup dans la société d'avoir un genre de revenu minimum qui serait très intéressant parce qu'à quelque part, je pense qu'on ne voit pas ça comme avant. Autrefois, on disait on dépense de l'argent pour quelqu'un qui ne contribue pas à la société, mais à quelque part, ça nous coûte beaucoup plus cher dans les soins de santé et ces choses-là. Fait que je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus ou si tu as lu des choses, mais effectivement, un revenu minimum garanti, je pense, ça réglerait beaucoup de problèmes. En fait, je crois, si je ne me trompe pas, là, puis je ne vais pas induire nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent en erreur, mais je pense que ça se fait dans certains pays scandinaves où ça a été discuté, là, un revenu minimum. Ceci dit, en ce moment, les troubles de la santé mentale, hein, il y a énormément là, de prestataires d'aide financière de dernier recours qui y ont accès. Oui. C'est certain que c'est un besoin essentiel, ce n'est pas la question. Maintenant, il y a beaucoup de gens, par découragement ou parce que les conditions ne sont pas optimales, il y a 43,1% des gens qui sont bénéficiaires de l'aide de dernier recours, en fait, qui ont des problématiques de santé mentale, mais qui ne sont pas pris en charge ou qui n'ont pas les moyens. Je veux dire, honnêtement, avec cette prestation-là, il n'y a pas grand-chose à faire de plus que, malheureusement, payer son loyer, survivre. Donc, quand on est rendu là, dans ce sens-là, comment aller trouver des ressources, justement, qui ne... C'est ça, donc ça va avec l'accès à un logement social, ça va avec l'accès à des soins de santé. Donc, malheureusement, hein, souvent, il y a énormément de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui sont prestataires de l'aide de dernier recours, mais des fois, c'est un cercle vicieux aussi, parce que c'est bien beau, là, avoir cette aide-là, mais à un moment donné, il faut
que dans notre société, il y ait des structures là, qui... Et ce que tu parles là, de revenu minimal aussi, c'est souhaitable. Ça pourrait être une solution, effectivement. En terminant, Ève, donc, tu nous parlais du Mûrier tantôt. Je pense que le site web est un bon endroit pour se renseigner sur ça, sur la pauvreté, sur le rapport avec le lien avec la santé mentale. Donc, le mûrier.org. Le mûrier.org était une excellente source d'information. Il y a aussi, évidemment, le site de l'Office mondial de la santé et de l'Institut national de santé publique. Bien, parfait. Merci beaucoup, Ève. Donc, on va certainement revenir. C'est un sujet vraiment malheureux, mais il faut en parler. Donc, santé mentale, pauvreté et exclusion sociale. Merci. Très à la prochaine. Vaste. Merci. Oui. Au revoir. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast EndoAide. Vous écoutez présentement Folie douce. Nous poursuivons avec l'espresso allongé, le sujet débuté plus tôt dans l'émission, la diabolisation du téléphone portable. Pierre, tu avais commencé les pour, certains pour, là, justement. Oui, j'étais rendu au deuxième avantage selon un article que j'ai trouvé sur le site Uzbek et Rika qui s'appelle « 6 raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les enfants ». C'est un site français, mais en passant, au Québec, j'ai trouvé des chiffres ici. On nous dit qu'en 2019, au Québec, l'appareil électronique le plus fréquemment utilisé par les adultes pour accéder au web, à la maison ou ailleurs, était le téléphone intelligent, selon une enquête du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, ou autrement dit, le CIFRIO. Oui, le CIFRIO, on connaît bien. Oui, c'est ça. Parce que, oui. Alors, on nous dit au Québec, près de la moitié des internautes de 18 ans et plus ont principalement recours à leur téléphone pour accéder au web, alors que 34% de ces personnes privilégient plutôt l'ordinateur portable ou de table. Et la tablette électronique est loin en arrière, avec 17%. Elle a connu un certain succès, mais il y a comme un... Ça a comme redescendu, la tablette. Je pense que le téléphone a pris le dessus, effectivement. Oui, c'est peut-être plus facile à transporter. Plus facile, puis l'offre était peut-être plus, justement, disponible pour tout le monde. Donc, c'est plus possible. Facile. Pour les jeunes aussi, là, des fois, un téléphone, c'est plus facile à transporter. Là. Oui, alors je poursuis ma lecture de cet article. 6 raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou non pour les enfants. J'étais rendu au deuxième avantage qui était la sociabilité. Et Madame Stéphanie Devancé qui nous dit en fait que c'est en privant un enfant de son téléphone qu'on le prive aujourd'hui d'une grande part de sa sociabilité et qu'il risque alors d'être marginalisé. En étant marginalisé, il sera davantage exposé au harcèlement et moins apte à pouvoir trouver des solutions pour y faire face. Oui, si on n'a pas le téléphone là, en tant que jeune, on se sent vraiment exclu, ça c'est clair. Troisième argument pour le téléphone portable, une diabolisation excessive. Est-ce qu'on ne serait pas définitivement trop dur avec le téléphone portable? Appelé à la barre lors du procès dont je parlais tantôt, Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique en France, dit que ce sont les parents qui offrent un téléphone portable aux enfants et que la diabolisation qu'ils en font est dérangeante. Le portable serait en définitive victime des angoisses liées à l'apparition d'une nouvelle technologie qui vient bouleverser des habitudes établies. Stéphanie Devancé abonde dans ce sens en disant « Quand on diabolise un objet, on évite de se poser les vraies questions de fond, celles des précautions qu'il faut prendre. Diaboliser l'objet évite de s'y confronter. » Maintenant, 3 arguments contre le téléphone portable. Premièrement, il y a l'addiction aux écrans. La surconsommation d'écrans reste un problème majeur. Les jeunes passent trop de temps à pianoter sur leur téléphone portable, ce qui les éloigne du monde réel. Serge Tisseron, qui est psychiatre français, rappelle qu'il est important que les parents aident les enfants à choisir ce qu'ils visionnent et contrôlent leur temps d'accès aux appareils numériques, même si un certain nombre d'ados arrivent à faire un usage raisonnable de leur téléphone portable. Ce n'est néanmoins pas le cas de tous les jeunes, loin de là, et un nombre important d'entre eux risquent de développer une réelle addiction aux écrans. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, moi je suis un adulte, là, mais moi j'ai vu mes enfants avec ça, puis juste pour donner une anecdote, là, on manquait d'électricité une fois 30 heures. C'était difficile, il y avait hâte de retrouver l'électricité pour avoir accès parce que les téléphones ne pouvaient plus charger, donc ils
sont tellement habitués que, à quelque part, nous, on a connu ça, la période avant téléphone mobile. Fait je pense qu'on a plus de perspectives, mais les jeunes qui sont presque nés avec ça, ils peuvent pas s'en passer. Beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils apprennent à... Tu peux jouer à des jeux vidéo, en plus, là-dessus. Communiquer, beaucoup de socialisation, comme tu disais tantôt, aussi avec leurs amis, des choses comme ça. Ouais. Fait que, veut pas, ça devient un outil. Tu peux tout faire avec ça. Absolument, oui. Deuxième point contre le téléphone portable, le porno, ce n'est pas un tuto. Le smartphone représente aujourd'hui le premier portail d'entrée de la pornographie auprès des jeunes. Le procureur rappelle que le célèbre site YouPorn, là, je me trouve en enfer en publicité, mais en tout cas, se vante même d'avoir remplacé les manuels d'éducation sexuelle. Thomas Romer indique que l'accès au porno se fait principalement aujourd'hui via le smartphone, car c'est tout simplement l'objet connecté le plus répandu chez les jeunes. Monsieur Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Télécom en France, précise que des offres avec un contrôle parental renforcé tant sur la nature des contenus visionnés que sur le temps de connexion existent aujourd'hui, mais que c'est le dialogue qui reste efficace pour prémunir les jeunes du visionnage d'images choquantes. C'est ce que j'allais dire, parce que, tu sais, on parle du porno, mais je veux dire, il y a 50 000 sujets de toutes sortes de choses plus ou moins bonnes. Il y a de la violence. Ça. Fait que je pense que si les jeunes sont au courant qu'il y a toutes sortes de choses sur le web, puis d'avoir des valeurs, je pense que c'est ça qui est le plus important, à mon avis. Le dialogue, comme tu dis. Oui. Troisième et dernier point contre le téléphone portable, on nous dit « seul dans la jungle d'Internet ». Le procureur, lors du procès, rappelle que les jeunes sont moins aptes que les adultes à trier les informations sur Internet. Entre complotisme et fake news, ils ne sont pas préparés à faire la part des choses. C'est un problème fondamental car il n'existe pas d'outils aujourd'hui à destination des jeunes pour les aider à vérifier une information. Ils sont la plupart du temps livrés à eux-mêmes sur Internet. Dans ce contexte, l'exposition aux écrans est inévitablement nuisible pour eux. Un travail spécifique de pédagogie est absolument nécessaire pour guider les jeunes dans la jungle d'Internet. À l'issue des délibérations, les 5 membres du jury, préalablement triés au sort dans le public en début de séance, ont voté à 3 voix contre 2 pour réhabiliter le portable. Celui-ci ne représente pas un danger pour les jeunes générations, à condition cependant que son utilisation soit encadrée par les adultes. Peut-être en terminant, rappeler l'article, si les gens veulent relire, des fois à la radio, c'est quand même un peu plus difficile. Oui, ça s'appelle « Les 6 raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les enfants ». Et de qui? C'est en fait, c'est l'équipe de rédaction du site Uzbek et Rika, un site français. Merci beaucoup donc pour ce sujet, Pierre, à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Xavier Bonpin, du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Notre collaboratrice, Ève Cardinal, était des nôtres aussi. Elle nous a parlé de pauvreté, exclusion sociale et santé mentale. Pour ta part, Pierre, merci beaucoup pour ta mise en onde. Ah, bienvenue, mon cher. Et je remercie aussi pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as parlé de diabolisation du téléphone portable. Donc, les pour, les contre. C'est intéressant de réfléchir à ça, puis surtout de sensibiliser les enfants. Je pense que c'est ça qui est c'est ça qui est la conclusion de l'article. Oui, communiquons et justement prévenons des choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.